toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire un point sur l'affaire Lina suite à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui, qui a été retransmise sur BFM TV. Donc j'ai regardé le replay et on apprend pas mal d'éléments qui n'avaient pas été communiqués par les médias, hein, parce qu'il il faut pas se leurrer. On avait ces derniers temps tout un tas d'informations contradictoires qui ont circulé, hein, que ce soit sur le témoignage de Robert, sur le sac à main, sur le bornage du téléphone de Gonin, etc. Donc là, on apprend des informations assez intéressantes, enfin, je trouve, à titre personnel. Donc concernant le sac à main de Lina. Alors, on nous a dit que il avait été retrouvé dans le coffre de la voiture et il y avait une hésitation de savoir si c'était la fourrière qui avait mis la main sur ce sac ou si c'était la gendarmerie à Strasbourg 6 mois plus tard. Puisque, rappelons-le, hein, Gonin, donc, il a fait un refus d'obtempérer en janvier 2024. Il a été contrôlé par des douaniers, donc il a forcé des barrages. Il a été intercepté au terme d'une course-poursuite qui a quand même duré 30 minutes. Il a été testé positif à des substances illicites. Et c'est à ce moment-là, du coup, que le véhicule avait été placé à la fourrière et qu'on l'avait mis en garde à vue. Bon. Alors, il y avait des infos contradictoires. Certains médias disaient que c'était la gendarmerie de Strasbourg qui avait mis la main sur le sac. D'autres disaient que c'était les douaniers au service de la fourrière, etc. Bon, c'était pas très clair. Donc, le procureur est revenu sur ce point. Donc, en fait, le sac à main n'était pas dans le coffre. Il était dans, tenez-vous bien, la boîte à gants du véhicule de la Ford Puma. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac à main? Donc, on nous a dit des effets personnels sans nous donner les détails. Alors, en fait, on avait des accessoires de maquillage appartenant à Lina, donc des fossiles, de la colle, tous des petits éléments de maquillage. On n'avait absolument pas de carte d'identité ou carte vitale ou des documents officiels permettant d'identifier Lina avec son nom et son prénom. Et ce sac à main était donc dans la boîte à gants. Et par contre, dans le coffre, ils ont trouvé 2 cordes. Des cordes sur lesquelles on a trouvé 2 traces ADN, l'ADN de Lina et l'ADN de Gonin. Alors, il semblerait donc que ce soit bien la fourrière qui ait récupéré ces éléments, même si je trouve que lors de la conférence de presse du procureur, c'est pas très clair, parce que on sent qu'il essaie de minimiser, je pense, la responsabilité des douaniers, parce que moi, je pointe quand même 2 incohérences. Première incohérence, lorsque le véhicule est intercepté, amené à la fourrière, il n'est pas inscrit dans le fichier national des voitures volées, ce qui aurait permis aux gendarmes de Strasbourg de retrouver cette fameuse Ford Puma qui était déjà recherchée activement, et donc de la rapatrier pour faire les analyses ADN et potentiellement interroger Gonin avec 6 mois à l'avance, plutôt que d'attendre juin, juillet, et malheureusement ensuite excusez-moi, j'arrive plus à parler, plus possible de l'interroger, puisque voilà, on sait ce qui s'est passé. Donc on a perdu de nombreux mois. Deuxième couac, je sais pas si c'est vraiment un couac, mais moi ce que je trouve bizarre à titre personnel, c'est lorsqu'il a été placé en garde à vue suite à son refus d'obtempérer. Donc on l'a interrogé sur comment il était rentré en possession de cette voiture volée. Là, il dit qu'un SDF lui a passé pour 100 €. On saura plus tard que c'est faux, puisque il a volé ce véhicule, hein, à Fribourg, une ville allemande, le 24 août, sur le parking d'un supermarché. Et donc, il est quand même aussi testé positif à des substances illicites. Et on a l'impression que la fourrière ou les douaniers, je ne sais pas trop qui s'occupe de ça, ne va pas vraiment fouiller le véhicule.
Tant et si bien que je suis pas sûre à 100% que ce soit bien la douane qui trouve le sac à main et les cordes. Mais en tout cas, le procureur avait l'air de minimiser. Pourquoi je dis ça? Parce que il insiste en disant oui, mais on, on pensait que c'était juste une simple infraction au code de la route. Bon, excusez-moi, moi, une infraction au code de la route, c'est quand on fait un petit excès de vitesse, voilà, qu'on grille un feu. Voilà, là, on parle quand même d'un type qui a fait un refus d'obtempérer, qui a fait une course-poursuite de 30 minutes, qui est testé positif à des substances. C'est pas juste le type lambda qui fait un petit excès de vitesse. Mais bon, je trouve qu'il minimise vachement. Et là où je veux en venir, c'est que je comprends pas pourquoi, lors de sa garde à vue, les gendarmes, donc pas de Strasbourg, mais à l'époque de Narbonne, je crois, enfin ceux qui ont intercepté Gonin en janvier, pourquoi ne l'interroge-t-il pas sur la présence très suspecte de ce sac à main féminin qui est dans la boîte à gants et sur la présence de cordes dans le coffre? On peut quand même, à minima, s'interroger sur la présence de ces éléments en trouvant ça un peu suspect, étant donné le pédigré du bonhomme. On a de quoi se poser des questions. Et je comprends pas pourquoi, en fait, apparemment, ils ne l'ont pas interrogé là-dessus. Hein, ils auraient pu penser qu'effectivement, il pouvait y avoir eu un enlèvement ou quelque chose dans le genre. Apparemment, ça n'a pas été fait. Bon. Moi, à titre personnel, je trouve ça bizarre. Donc, concernant la chronologie des événements, le jour de la disparition de Lina, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, il semblerait que Gonin parte très tôt le matin, aux alentours de... il est 4h49, donc il est localisé, la Puma est localisée à Audincourt, je crois, à côté de Montbéliard. 4h49, ensuite le procureur nous dit vers 5h50 du matin, il est aux alentours de Montbéliard. Donc il va passer la frontière allemande et il va être notamment filmé dans une station-service d'une ville allemande qui s'appelle Ettlingen, je crois, en train de faire le plein d'essence et je vous le donne en mille, il fait encore une grivellerie. C'est-à-dire qu'il va faire le plein d'essence sans payer. Comme il avait fait, rappelons-le, à 3 reprises, alors c'était le 24 août, donc la veille seulement du vol de la Ford Puma, non, pardon, le lendemain, enfin fin août 2024, il a fait une grivellerie donc, dans cette station essence Avia qui se trouve... soit à Besançon même, soit à côté. Donc il est filmé. Je crois que c'est le lendemain du vol de la Puma. Voilà, c'est ça. Il a volé la Puma, je crois, le 24 août. Le 25 août, il est filmé en train de faire le plein d'essence sans payer. Ensuite, il fait les agressions, hein, le vol de la vieille dame, le sac à main arraché, le braquage de la supérette. Et puis, il réitère 2 jours seulement avant la disparition de Lina, le 21 septembre, de nouveau filmé dans cette même station essence en train de faire une grivellerie. Et rebelote le 19 décembre. Il s'apprête à recommencer, jamais 203, sauf que là, des agents de la station le reconnaissent et vont donc essayer de l'intercepter, mais il va s'enfuir avant. Et là, il fait pareil, il fait le plein d'essence sans payer. Alors, il y avait également une carte, hein, je crois, qui avait été publiée sur le site Midi Libre. On voyait un peu le parcours géographique qu'il aurait effectué. Et on voit que ce jour-là, il aurait pu potentiellement aussi passer ou s'arrêter, je ne sais pas, dans 2 villes allemandes, hein, Mülheim et Willstadt. En tout cas, ce jour-là, ce qui est sûr, c'est que Samuel Gonin est filmé 2 heures seulement avant la disparition de Lina dans cette ville Ettlingen à la station essence en train de faire le plein sans payer. Et le procureur précise bien qu'il est filmé, il est tout seul. Donc ensuite il repasse la frontière allemande. Est-ce qu'il passe par Strasbourg? Ça le procureur ne le mentionne pas. Toujours est-il que
la Puma va être filmée à 10h50 au niveau du tunnel de Schirmeck. À 11h13, la voiture va être filmée route des Princes, c'est-à-dire la route où habite Robert. Mais attention, à 11h13, donc avant l'enlèvement de Lina. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Lina est encore en train de marcher sur la D350 qui se situe un peu plus au sud. Et elle est de toute façon identifiée par 2 témoins oculaires, hein, en l'occurrence un artisan, un dénommé Johan, et l'ancien maire qui la voit aux alentours, je ne sais plus, entre 11h15 et 11h20. Le procureur va préciser qu'à 11h20, le véhicule est localisé à un endroit très proche de la disparition de Lina, ainsi qu'à 11h26. Et ensuite, le véhicule va retourner vers le sud, donc je ne sais plus trop exactement les noms de villes, je crois qu'il y a Sceaux, il y a la forêt d'Anou, donc ils vont fouiller ces endroits-là et ils vont rien trouver, malheureusement. Et donc voilà ce qu'on a appris concernant l'ADN. Voilà. Donc concernant l'ADN, donc plusieurs traces ADN de Lina sont retrouvées dans le véhicule. Le procureur précise qu'aucune trace de sang n'a été retrouvée, mais que de l'ADN de contact appartenant à Lina a été retrouvé sur la ceinture de sécurité du siège arrière, mais du milieu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y avait d'autres personnes ou pas? Ça, rien n'est moins sûr. En tout cas, il y a de l'ADN de Lina retrouvé sur cette ceinture, même sur, je crois, vous savez, la fermeture de la ceinture de sécurité du siège arrière droit. Au niveau de la zone qui est un peu rouge, il y a de l'ADN sur les sièges arrière, un peu partout. Il précise pas trop la nature de l'ADN. On sait il y a quelques semaines de ça qu'ils avaient parlé d'ADN pileux, donc potentiellement un poil ou un cheveu, mais qu'a priori pas d'autre ADN, si ce n'est 2 autres ADN, un ADN féminin et un ADN masculin de 2 personnes, mais qui auraient été détectées après la disparition de Lina. Des personnes qui habiteraient dans le centre de la France et qui a priori n'auraient absolument aucun lien avec la disparition de Lina. En tout cas, aucun ADN correspondant à des personnes de l'entourage ou des fréquentations de Lina n'a été retrouvé dans le véhicule. Donc à l'heure actuelle, rien ne permet de penser qu'il ait pu agir avec des complices. Pour l'instant, il semble privilégier la piste d'un enlèvement où il aurait agi seul, puisqu'à chaque fois, lorsqu'il est filmé, il est seul et il se demande si effectivement il y aurait une implication de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, rien ne permet de le déterminer à l'heure actuelle. Alors concernant, je voulais aussi revenir sur le portable de Gonin. Donc, dans un premier temps, on nous avait dit oui, le portable de Gonin ne borne pas à l'endroit de la disparition de Lina. Est-ce qu'il borne ailleurs? Alors, il faut savoir que le procureur a indiqué que son portable, il ne le prenait plus avec lui, ce qui expliquerait pourquoi il ne bornait pas dans le secteur de la disparition de Lina. Il faut se rappeler du témoignage qui est passé dans l'émission 7 à 8 dimanche dernier sur TF1, où la toute dernière compagne de Gonin est interrogée et elle explique en fait que, je crois que c'est le 18 août 2023, il est parti du jour au lendemain de chez elle, sans ses papiers, sans rien, sans carte, sans documents et sans son portable, et donc il était assez coutumier du fait de partir sans prendre ses affaires personnelles et en l'occurrence son portable. Et que ensuite le procureur fait comprendre que ça faisait des mois en fait qu'il était en errance, en itinérance avec cette voiture, hein, et que potentiellement il dormait dedans. C'est pour ça qu'il retrouve la voiture dans un état de désordre indescriptible. Hein. Il y avait tout un tas de choses qui traînaient, comme si en fait
sa voiture constituait sa deuxième maison, hein, entre guillemets. Donc il a fait des road trips, il a circulé aux quatre coins de la France, on sait qu'il a passé la frontière allemande, la frontière espagnole, donc il était en totale errance, hein. Alors il faut savoir également que le procureur a précisé, alors là j'ai pas tout compris, que apparemment Gonin, donc il n'est pas si idiot que ça, hein, ce Gonin, il avait enlevé la balise GPS de la Ford Puma, tant et si bien que c'est compliqué de localiser le véhicule. Mais qu'ils arrivent, je ne sais pas par quel moyen quand même, à déterminer à peu près le trajet qu'il a effectué. Alors là, j'ai pas trop compris parce que du coup, il n'y avait plus la balise GPS, mais la voiture restait quand même plus ou moins géolocalisable avec plus ou moins de précision. Donc voilà en substance ce qui a été dit lors de cette conférence de presse par le procureur. Alors je voulais revenir sur 2 points. S'agissant le témoignage de Robert, donc il n'en a pas fait mention, donc on sait hein, que au début de l'enquête, il était vraiment pris au sérieux. Hein, bon, lui, il faisait état, je vais pas le répéter encore et encore, d'une 206-208 Clio gris bleu nuit, et qu'au fur et à mesure, les médias indiquaient que son témoignage était plus spécialement pris en compte, notamment parce que un conducteur aurait été identifié, donc le conducteur qui aurait été aperçu par Robert aurait été identifié par la gendarmerie. Alors je ne sais pas si c'est lui qui s'est présenté spontanément ou si c'est la gendarmerie qui est venue l'interroger, mais en tout cas il semblerait que le témoignage de Robert ne soit plus vraiment pris en compte, hein. Donc je sais que ça fait l'objet de nombreuses controverses. Après, personnellement, je vois pas comment ils peuvent savoir exactement si c'est ce conducteur que Robert a vu ou si une autre voiture serait passée, comment ils peuvent être sûrs à 100% que son témoignage n'est pas crédible, sachant que on n'a jamais su exactement à quelle heure il aurait vu le véhicule avec Lina sur le siège passager. Bon, il décrit quand même une jeune fille avec une doudoune blanche. Il me semble qu'au début de l'enquête, il parlait d'une voiture qui aurait été filmée avec une jeune fille qui ressemblerait à Lina, donc ça n'y rien comprendre. Pareil, l'horaire où Robert aurait aperçu Lina, on parle de 11h30, ensuite 11h40, ensuite midi, enfin bref. Là-dessus, le procureur n'en a pas fait mention. Simplement pour dire tout de même que la Ford Puma était bien passée sur la route des Princes, donc cette route où habite Robert, mais dans le sens Strasbourg vers Plaine. Donc, et non pas dans le sens Plaine-Strasbourg. Donc, qui a été vue à 11h13, alors je ne sais pas par quelle caméra, a été aperçue à 11h13, donc peu de temps avant la disparition de Lina. Sachant que par exemple, moi j'avais regardé en replay l'émission 7 à 8, diffusée dimanche dernier sur TF1, et là il remettait en fait le témoignage de Robert sur le devant, au cœur de l'enquête, donc ça ne rien y comprendre, hein, cette histoire de voiture. Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement plusieurs voitures impliquées? Je n'en sais rien. J'ai du mal à comprendre comment en fait Robert a pu se tromper, c'est-à-dire à la limite qu'il soit trompé de type de véhicule, ok, mais qu'il ait vu une jeune fille sur le siège passager et qu'on nous dise qu'en fait non, puisque le conducteur était seul, j'ai du mal à comprendre. Alors on va dire oui, mais c'est trompé de jour, blablabla, bon j'en sais rien. Je trouve ça très très étrange à titre personnel, mais bon. Et je voulais également revenir sur l'émission 7 à 8. Donc on n'apprenait pas grand-chose de super intéressant, si ce n'est qu'on a eu les témoignages de 3 personnes qui ont côtoyé Samuel Gonin. Donc son ancienne compagne, hein, sa toute dernière compagne, hein, que Gonin a quitté du jour au lendemain. Donc il habitait chez elle depuis quelques mois et dit qu'au début elle n'avait pas connaissance de ses problèmes psychologiques
notamment du fait qu'il est diagnostiqué bipolaire depuis qu'il est jeune. Et elle s'est rendue compte au fur et à mesure de la relation qu'il avait un comportement qui était assez problématique et qu'il ne prenait donc plus, quand il est parti, ne prenait plus ses médicaments. Et c'est là qu'il aurait commencé à toucher à des substances et qui lui aurait dérobé accessoirement quand même la somme de 5 000 € en liquide. Bon. On a également le témoignage du gérant d'un restaurant dans lequel Gonin a été expulsé parce que il proposait en fait de payer des verres à des clientes. Alors il décrit Gonin comme étant quelqu'un de pas agressif. Il n'était pas agressif, c'était plus un mec un peu lourd qui draguait avec insistance, mais pas dans le sens ultra agressif. Mais du coup, bon son comportement n'étant pas tolérable dans cet établissement, il a été viré, de même qu'il a été viré d'ailleurs d'un deuxième établissement pour les mêmes raisons. Et ensuite, on a le témoignage donc de 2 voisins de Samuel Gonin. Alors un premier voisin, du temps où Gonin habitait, alors pas dans son dernier appartement, mais dans un autre logement. Et donc là, il décrit en fait... donc on le voit, il montre, il habitait au rez-de-chaussée d'un bâtiment et il dit qu'il avait l'air tout à fait normal, sympathique, qu'il le voyait jouer avec ses enfants, faire du vélo, etc. Et qu'il a déménagé du jour au lendemain sans prévenir le voisinage. Et le tout dernier voisin, donc ça c'est le voisin, le plus récent, c'est le voisin de l'immeuble, enfin de cette espèce de grande maison divisée en plusieurs appartements, qui et dans lequel il vivait au dernier étage, sous les toits. Et là, cet homme décrit un Samuel Gonin plutôt sympathique, qui effectivement s'est refermé au fil du temps, qui évitait les contacts. On sentait que ça allait pas, mais pour lui, il ne le voyait pas enlever une gamine de 15 ans, il n'imaginait pas faire ça. Mais bon, après... on connaît déjà pas forcément les gens avec qui on vit pendant des années et des années. Alors, se faire une idée sur le voisin, tout ça, parce qu'il a l'air sympathique, tout ça est purement subjectif. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire s'agissant de cette affaire. Ah oui, sachant que le témoignage de Robert, bon, on en pense qu'on en veut. Je crois quand même qu'il décrivait une jeune fille avec une doudoune blanche. Or, Lina portait une doudoune blanche. À moins qu'il l'ait su, qu'il l'ait su après avoir entendu le signalement de sa disparition aux informations, puisqu'il ne déclare pas son témoignage, il ne le déclare pas tout de suite après la disparition de Lina. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il a été influencé par les médias? Bon, après il y a l'histoire de la mise en scène, voilà. On recueille son témoignage bizarrement alors qu'il est au PMU du coin et la journaliste lui dit mais lui parle de sa disparition et lui tout de suite fait le rapprochement en disant ah bon c'est Lina, enfin bon tout ça est très étrange, ça sentait un peu la mise en scène. Toujours est-il que en tout cas suite à la conférence de presse de ce procureur, il semble qu'il privilégie la piste d'un enlèvement où Gonin aurait agi seul. En tout cas, ils n'ont pas réussi à trouver de lien entre Gonin et Lina ou entre Gonin et ses fréquentations plus ou moins douteuses, puisqu'on rappelle que ces deux présumés, je dis le mot à l'envers, loiveurs, il y en a un qui est quand même incarcéré pour des faits de loave sur des adolescentes, je crois 1 an avant les faits concernant Lina. Donc voilà, en tout cas, il n'y a aucun lien qui n'a été établi et se pose toujours cette question cruciale. Mais que faisait-il sur cette route départementale qui ressemble plus à une route de campagne, qui est complètement paumée au milieu de nulle part et qui n'est pas un lieu de passage? Est-ce que finalement il est arrivé là par pur hasard, donc c'est un enlèvement opportuniste? Bon, il avait quand même des cordes dans son coffre, donc il avait peut-être l'intention de commettre des choses répréhensibles, mais que Lina s'est trouvée là au mauvais endroit, au mauvais moment, et du coup c'est sur elle qui s'en est pris.
Est-ce que c'était un enlèvement prémédité ou un enlèvement opportuniste, mais qu'il avait l'idée d'enlever quelqu'un? Tout ça, on n'en sait rien au stade actuel de l'enquête et de ce qui a été dit par le procureur, sachant qu'il n'a pas révélé évidemment toutes ces informations et qu'on le sentait quand même pas mal sur la réserve. On sentait qu'il y a des questions auxquelles il ne répondait pas, il ne voulait pas rentrer dans les détails, notamment lorsqu'on lui a demandé, un journaliste lui a demandé quels endroits allaient être possiblement fouillés. Là, il a préféré rester neutre, enfin ne rien dire, puisqu'évidemment, ça pourrait nuire à l'évolution de l'enquête. Voilà, en résumé, ce que je voulais dire sur cette affaire et sur la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me livrer vos impressions dans la barre des commentaires, à me donner, à me dire ce que vous pensez de cette affaire. Si pour vous c'est plus la piste du prédateur isolé, un enlèvement prémédité avec des complices ou au contraire un enlèvement opportuniste, voilà, n'hésitez pas. Tout ça dans le respect, bien entendu, des règles de YouTube. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à liker, commenter, partager, à vous abonner, c'est encore mieux pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et affaire à suivre.